cité endormie, un vautour a plané dans la nuit. Et de sa voix, oui de sa voix lugubre, il a troublé le silence de la nuit. Merci beaucoup au ELAC de donner cette opportunité à la société civile, à la société burkinabé, de s'interroger sur un sujet majeur. Dans notre pays, à la faveur de l'insurrection populaire d'octobre 2014, il y a eu des réformes majeures. Il n'y en a pas eu autant qu'on souhaiterait, il n'y a pas eu dans tous les secteurs qu'on souhaiterait, il y en a qui ont été remises en cause plus ou moins. Mais je vais citer deux fondamentales dont nous jouissons aujourd'hui des bénéfices qui ne sont pas encore aussi amples, mais qui vont l'être, je l'espère. Je veux citer le Code minier de 2015, en rendant hommage à ceux qui sont dans cette salle, et ils sont nombreux, qui y ont contribué par la meilleure des manières, notamment les amis de la société civile, Orcade avec Jonassienne, notamment le CGD, notamment l'Institut Free Afrique, notamment la coalition des journalistes, notamment des personnes que je peux citer, ainsi de suite, qui ont joué un rôle majeur pour qu'on ait la loi, le nouveau code minier qui permet à notre pays d'avoir une fiscalité de 27,5% désormais sur les bénéfices des sociétés industrielles, au lieu de 17,5% par exemple, qui permet de préempter désormais 1% du chiffre d'affaires, pas le bénéfice, le chiffre d'affaires de toutes les sociétés minières pour servir le financement de l'investissement local, qui fait donc que mon ami le député maire de Houndé a reçu plus d'1 milliard, il va nous dire combien il a reçu pour sa commune cette année. La deuxième réforme majeure que je vais indiquer, c'est la loi anticorruption, qui est la meilleure loi anticorruption en Afrique. Il faut rendre hommage au travail du RELAC depuis 1997, qui permet d'éveiller les consciences contre la corruption dans notre pays et aussi de renforcer l'arsenal juridique à travers cette loi, qui a été donc l'œuvre majeure du réseau de lutte anticorruption. Je suis très content d'être là aux côtés de tous ces amis et collègues et toutes ces organisations avec lesquelles je pense on pourrait faire de grandes choses, davantage de grandes choses. Il m'est demandé de répondre à une double question. Qu'est-ce que le Burkina gagne et qu'est-ce qu'il perd dans l'exploitation de ses ressources naturelles? En réalité, c'est une question double. Parce que ce que nous gagnons, c'est ce que nous n'avons pas perdu. Ce que nous perdons, c'est ce que nous n'avons pas gagné. En gros, c'est la même question. Elle est fondamentale, cette question. Elle est capitale pour notre développement socio-économique parce qu'il s'agit là d'un secteur qui peut être décisif pour notre trajectoire économique, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Je m'appliquerai à montrer dans un premier temps que ce bénéfice est extrêmement faible. Je pense qu'on peut en convenir. Il va y avoir de la discussion là-dessus, ainsi de suite. Il peut y avoir des conceptions absolument pas ambitieuses qui considèrent qu'on en joue déjà beaucoup et que ainsi de suite, ainsi de suite. Dans la vérité, si vous nous comparez à des trajectoires intéressantes comme celle du Botswana sur lequel je reviendrai, vous comprenez que le bénéfice national tiré de ce secteur, qui est en essor depuis au moins 12 ans, est extrêmement faible. Et donc, il faut ajouter à cette double question une autre question ou d'autres questions. Pourquoi ce bénéfice est faible? Ça va être le deuxième temps de mon propos. Et troisièmement, bien évidemment, comment on fait pour avoir un bénéfice beaucoup plus ample pour l'ensemble de la nation? Voici donc les trois temps de ma discussion. Le premier temps, c'est l'évaluation donc des gains et des pertes. Pour faire cela, je suis parti d'une matrice d'analyse pour regarder les points à partir desquels on pourrait voir les bénéfices d'une exploitation minière dans un pays. Et je vais les citer en indiquant en gros dans notre pays quelle en est la réalité. Si vous prenez la valeur ajoutée, c'est-à-dire la création de richesses que peut engendrer l'exploitation d'une ressource minière dans notre pays, nous avons une situation dans laquelle la valeur ajoutée tirée du secteur a été autour de 6%, un peu moins de 7% en 2012. Pardon, 2018. C'est important. Mais toutefois, quand on regarde l'effet cumulé sur la croissance, quand vous regardez la croissance économique de notre pays, elle n'a pas changé radicalement depuis que nous exploitons les mines. Ça veut dire quelque chose.
Ça veut dire que si les mines ont pris de l'essor, c'est peut-être et possiblement au détriment d'autres secteurs, si bien que l'effet cumulé ne ressort pas plus important. Je fais une parenthèse pour indiquer ceci. Ceux d'entre vous qui disent la croissance est une histoire d'économie, c'est pas important, ainsi de suite, sachez que c'est extrêmement important. Je vous donne l'illustration suivante. Si vous avez un pays qui a un taux de croissance d'1% par an, un autre qui a un taux de croissance de 3% par an, un autre qui a 5%, un autre qui a 7%, eh bien celui qui a 1%, il a besoin de 70 ans pour que son revenu par tête double. Celui qui a 3 ans a juste besoin de 24 ans pour que son revenu double. Donc ce que celui de 1% peut faire en 70 ans, celui de 3% le fait en 24 ans. Eh bien celui de 5% le fait en 14 ans. Celui de 7% le fait en 10 ans. C'est montrer l'enjeu de la croissance. La valeur ajoutée créée par le secteur minier est en particulier faible chez nous parce qu'il n'y a pas de connexion en aval et en amont. Qu'est-ce à dire? Que dans notre pays, pour exploiter une mine, il y a ce qu'il faut faire en dehors de la mine et dont la mine a besoin pour se développer. Il y a ce qu'il faut faire aussi en aval de la mine dont elle a besoin pour se développer. Il y a tous les services et les biens achetés par les sociétés minières. L'essentiel de ces éléments ne sont pas achetés, ne sont pas fabriqués, ne sont pas commandés au tissu économique national. Et en conséquence, la valeur ajoutée est faible. Deuxième variable d'explication de l'impact, l'emploi. Les sociétés industrielles minières créent des emplois autour de 15 000, si on est très gentil, on va dire 16 000 emplois au total cumulés dans notre pays, aujourd'hui. La mine industrielle, la mine artisanale, pardon, l'exploitation artisanale, l'orpaillage, en crée plus de millions, mais des emplois dont vous connaissez la qualité. Donc là également, l'effet sur les emplois décents est un effet très faible parce qu'il n'y a pas d'effet en amont et d'effet en aval. Troisième variable d'évaluation des gains, les recettes fiscales. Dans notre pays, aujourd'hui, les recettes fiscales sont tirées au 5e ou au 6e du secteur minier. En d'autres termes, le secteur minier apporte le 5e, 20% ou un peu moins de 20% à l'État. Les mines rapportent moins aux recettes de l'État que la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée que chacun d'entre nous paye et que d'autres détournent de remboursement. Ça, c'est un autre problème important qu'il faut discuter également. Pourquoi cette fiscalité elle peut paraître importante quand on dit c'est 200 et quelques milliards, tout le monde dit c'est 200 milliards, c'est beaucoup. C'est ridicule par rapport au potentiel. Pourquoi? Parce que nous avons une fiscalité régressive. Qu'est-ce à dire? Notre fiscalité est exactement ce qu'il ne faut pas faire en matière de développement en ce qui concerne les mines. En d'autres termes, dans notre pays, si vous êtes un Burkinabé et que vous êtes un ingénieur et que vous vous mettez avec d'autres et que vous voulez créer une société de prospection, il y a des génies dans notre pays qui peuvent faire ça et qui font ça au service d'autres. Si vous voulez le faire sur une société de droit burkinabé, vous allez avoir une fiscalité moins favorable que si vous êtes un Australien qui débarquait à Ouagadougou, costard, cravate et vous indiquez à Kossiam que vous voulez faire ça. Donc notre fiscalité favorise les autres à notre détriment. Notre fiscalité faisait en sorte que la petite PME qui fait le restaurant en 2010 sur l'avenue Kwame Nkrumah, par même pas dans le quartier à Gungé, payait plus d'impôts quand elle est déclarée que la grosse société minière, en termes de proportion. La grosse société minière était imposée à 17,5%, la PME, la restauratrice payait 27,5%. Grâce au travail que j'ai indiqué, cela a été corrigé. Les recettes fiscales sont très faibles parce que nous avons un modèle qui est autre que les modèles vertueux, le modèle du Botswana. Le Botswana est un pays comme le nôtre, avec des Africains, noirs comme nous, qui a eu le bonheur d'avoir du diamant dans son sous-sol, comme nous on en a avec l'or. Et dès leur indépendance en 1966, ils ont connu des trajectoires diverses. Ils ont commencé par faire comme nous. Mais avant 5-6 ans, ils ont changé tout. Ils ont créé avec la multinationale De Beers une société d'économie mixte où l'État est actionnaire à 50%, où l'État capture, l'État récolte les 3/4 des recettes tirées, des bénéfices tirés de cette société. Et donc, un modèle qui est beaucoup plus vertueux en termes d'alimenter les caisses de l'État.
On peut imaginer l'impact sur les recettes d'exportation. Le professeur Taladia, à qui je rends hommage parce qu'il a été mon professeur, l'a indiqué tout à l'heure. On peut aussi voir les bénéfices commerciaux. Les bénéfices commerciaux, c'est précisément que vous avez une société minière qui exploite l'or, qui vend l'or et à partir des recettes de l'or, fait des bénéfices. Et ces bénéfices sont redistribués à ses actionnaires. L'État dans notre pays n'est actionnaire qu'à 10% dans les sociétés minières. Et ces 10%, les bénéfices de l'État ne sont pas toujours versés. On peut discuter ça tout à l'heure. Donc là également, ça n'est pas une bonne nouvelle. Mais on peut avoir les bénéfices indirects. Si l'ensemble de la nourriture consommée dans les sociétés industrielles minières était produite localement par des entreprises locales, on aurait une contribution en termes de fiscalité qui serait beaucoup plus importante parce que ces entreprises paieraient davantage d'impôts. Ça n'est pas le cas dans notre pays parce que ce qu'on appelle la fourniture locale, elle est très faible, je reviendrai là-dessus. Le développement d'une économie minière peut aider un pays à avancer d'un point de vue technologique, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue des innovations. Ça a été abordé tout à l'heure par mon grand frère Jonas Yen. C'est la question de l'arrimage au centre de formation aux universités de l'activité industrielle, de l'activité de prospection en particulier, et d'exploitation. Là également, nous avons un faible bénéfice. Il y a les investissements privés, c'est évident, mais aussi l'investissement public. En d'autres termes, j'ai indiqué qu'il faut regarder ce que ça rapporte en termes de ressources publiques, mais que fait-on des ressources publiques? Où sont, de façon très claire pour nous, les effets de changement radical de la société, du niveau d'infrastructure dans notre pays lié au fait que nous sommes devenus l'un des plus grands producteurs d'or sur le continent depuis une décennie et que nous serons probablement dans les décennies à venir parmi les top 3, voire top 2, voire parmi les plus gros. Parce que quand on regarde notre potentiel, les experts nous le disent, il est aussi important que le potentiel du premier pays exportateur d'or aujourd'hui, le Ghana. Le Ghana a détrôné l'Afrique du Sud. En termes d'industrialisation, c'est là aussi qu'on est le plus en recul. Pourquoi? Parce que précisément à ce niveau, nous avons une situation dans laquelle nous nous contentons simplement d'exploser les roches, d'aller chercher la matière brute et de mettre ça tout de suite sur les trains ou de faire partir ça tout de suite avec les emplois, avec la valeur ajoutée, avec la technologie, avec tout ce qui s'appelle développement. Nous exportons notre potentiel développement par le fait que nous n'avons pas d'ambition d'avoir une économie industrielle minière réelle, comme le Botswana l'a eu. La chaîne intégrale d'exploitation du minerai, du diamant au Botswana, de la mine jusqu'au collier, est intégralement intégrée, est intégralement locale au Botswana. Et aussi, on peut regarder l'impact au niveau local. Ça, c'est évident pour les communautés en particulier qui se coltinent les nuisances. C'est extrêmement important. À ce niveau, à part ce que j'appelle très clairement le vernis de la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire ces quelques écoles qui sont construites ainsi de suite, qui n'ont rien à voir avec les milliards brassés. À part cela, on n'avait pas grand-chose sauf l'excellente nouvelle du 1%, le Fonds de développement minier. Et il faut qu'on organise la mise en œuvre ambitieuse de ce fonds, parce qu'un des grands problèmes que nous avons, c'est qu'il y a eu un marchandage dans l'application de ce fonds, si bien que ce fonds n'a pas reçu l'essentiel de ce qu'il devrait recevoir. Précisément parce qu'il y a un marchandage. Je nous engage à regarder ce sujet au sein de la société civile. Je nous engage, y compris à porter plainte contre qui vous savez. On peut en arrêter là sur l'évaluation des bénéfices pour dire ça nous ramène des recettes fiscales, ça nous ramène un investissement, un peu de public, beaucoup de privé, ça nous ramène des emplois, ça nous ramène aujourd'hui une possibilité d'investissement dans le développement local, mais tout ça est largement en deçà de ce qui est possible. Ça, ce sont les gains. Alors les pertes, évaluez-les rapidement et regardons. Je n'ai pas eu le bonheur d'écouter Bassolma au début, mais je serais heureux d'avoir la communication, d'avoir l'enregistrement. La question des dégâts environnementaux. Les dégâts sont incommensurables, tant par l'exploitation minière, artisanale, leur paillage, que par l'exploitation industrielle. Et surtout, je l'ai dit depuis 2015 à la télévision nationale, et je pensais que ça allait créer un énorme problème. Ça n'a créé rien comme problème. C'est que toutes les sociétés minières n'abondent pas le fonds de réhabilitation environnementale. Elles ne payent pas ce qu'elles doivent payer. Et quand elles payent, la réparation n'est pas immédiate.
Or, on peut imaginer que, avant même que la mine ne ferme complètement, s'il y a des cratères qui sont abandonnés parce que l'exploitation n'est plus là, qu'on commence la réhabilitation. Là, nous avons les dégâts importants. Évaluons les pertes sur le plan de la gouvernance. Ça, c'est un enjeu majeur également. Une économie minière, une économie des ressources naturelles est souvent connue par les économistes comme une économie qui génère des rentes de corruption majeure et par conséquent qui affaiblissent la qualité de la gouvernance. Et par là, ça va affaiblir la régulation du secteur, mais pas du seul secteur. Il va y avoir des effets de contagion et des effets de diffusion de la corruption dans le reste de l'économie. C'est ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et on peut discuter de cas très concrets dans la région que vous souhaitez, où vous avez des situations inadmissibles qui se sont passées il y a quelques trimestres, il y a quelques mois, pour certains il y a quelques semaines, dans lesquelles des interférences politiques au plus haut de l'appareil d'État ont indiqué à des sociétés minières très explicitement à qui elles devaient donner la fourniture minière sur aucune base de compétitivité de l'entreprise locale, mais sur la base des coteries politiques. Ça se diffuse sur l'ensemble de l'économie. Je vais vous donner une illustration. Une entreprise qui travaille de façon professionnelle dans une mine, supposons Houndé, à Houndé, une mine industrielle. Quand elle est très professionnelle et qu'elle a gagné son marché sur la base de sa performance, cette entreprise a besoin de bien traiter ses salariés et de créer les meilleures conditions de travail, pas parce qu'elle aime les salariés, parce que c'est par là qu'elle va continuer à gagner. Mais une deuxième entreprise qui est arrivée parce qu'elle a corrompu, elle n'a aucune incitation à bien traiter ses salariés. Pourquoi? Ce n'est pas la performance de ses salariés qui lui donne le marché. C'est sa capacité à rentrer dans la technologie de corruption. Donc c'est très dangereux pour le pays. Au niveau des pertes, on peut avoir ce qu'on appelle la malédiction des ressources, à savoir que le développement d'une économie de rente, comme dans les mines, peut induire une sorte de délaissement des autres secteurs. Nous sommes en train d'indiquer qu'il y a des craintes pour cela depuis quelque temps à Free Africa, on l'indique, notamment un délaissement de l'éducation. Vous voyez que là où il y a l'orpaillage, il y a moins d'éducation. C'est très grave, parce que là où il y a l'orpaillage, dans 30 ans, il n'y aura rien. Et quand il n'y a rien, il n'y a que des hommes. Donc il y a tout en fait. Mais si vous n'avez pas fabriqué les hommes de qualité avec l'éducation, vous n'allez avoir que vos yeux pour pleurer dans 25 ans, peut-être même moins dans 25 ans. La matrice d'analyse des pertes doit être également évaluée au plan des dégâts communautaires, je passe rapidement là-dessus, mais aussi des conflits et de l'insécurité. Aujourd'hui, on sait très clairement, à l'Est par exemple, que l'or alimente le financement du terrorisme, c'est très établi. On pourrait revenir là-dessus. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais faire une première somme ici pour dire ceci. Notre pays profite, mais très peu, et il paye un lourd tribut à l'exploitation artisanale et industrielle de l'or aujourd'hui. Alors, est-ce à dire que personne ne profite? Ce n'est pas vrai. Il y en a qui profitent, je vous en donne les deux principaux. Le principal bénéficiaire, c'est l'investisseur étranger, qui est choyé dans notre pays, qui arrive comme le développeur. On déroule le tapis rouge des exonérations, de tout ce que vous souhaitez. Eh bien, ces messieurs ont des taux de rentabilité records. La preuve, il y a une mine dans notre pays qui a ouvert il n'y a pas longtemps, qui a pris des dettes en banque pour commencer à fonctionner, qui n'a pas atteint 2 ans et qui a remboursé par anticipation toute la dette parce qu'elle est déjà rentabilisée. À 1 000 $ l'once, une mine peut être très bien rentable dans notre pays. L'once a frôlé les 1900 depuis plusieurs mois. Imaginez ce que ça veut dire en termes de taux de rentabilité. Ce ne sont pas les nôtres qui sont là-bas, ce sont des étrangers, les investisseurs étrangers. Les deuxièmes, plus gros bénéficiaires, ce sont les élites capturées par ces investissements étrangers. Donc les élites politiques, administratives et économiques qui sont rentrées dans l'industrie de la fraude avec les investisseurs étrangers dans les mines. C'est pour cela que vous voyez que le fils de tel, qui n'est probablement plus compétent que le fils de Rawa, est bombardé à telle position que vous savez. Ce sont
les moyens de la capture de l'État, des représentants de l'État. Ce sont eux qui en sont les gros bénéficiaires, par les positions qui sont distribuées à leurs proches, mais également par les prête-noms pour avoir les marchés de la fourniture locale. Pourquoi cette sous-performance? Il faut se rendre à l'évidence. Ça n'est pas lié à la faiblesse de l'expertise nationale. Non. L'expertise nationale n'est pas suffisante, mais jusqu'à aujourd'hui encore, l'essentiel de l'exploitation minière est fondé sur l'héritage du travail de la première génération des géologues voltaïques. Il faut leur rendre hommage. Et nous avons aujourd'hui suffisamment de compétences pour avoir une appropriation nationale du secteur. Dans le secteur privé comme dans le secteur public. L'argument de l'expertise, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment on pèse l'or que les gens pèsent mal l'or. Ce n'est pas ça. La régulation est faible. Pas parce qu'elle n'est pas compétente. La régulation n'a pas de compétence parce qu'il n'y a pas de volonté d'avoir de la compétence. En définitive, la régulation du secteur dépend des intérêts qui sont défendus par les représentants de l'État. Et vous pouvez imaginer les intérêts qu'ils défendent. Le niveau d'investissement n'est pas en cause. Ce ne sont pas des contrats de tel. En définitive, un contrat est l'expression d'une politique d'un moment. Ce qui a été dit tout à l'heure sur les contrats miniers, les conventions minières, c'est l'expression d'une politique, d'un équilibre politique. Nous sommes dans une situation où ce qui est en cause, c'est que l'État, à travers ses représentants, a été capturé de deux manières par les intérêts financiers importants dans le secteur. La première manière, c'est la capture matérielle et financière. Les positions distribuées de façon illégitime. La deuxième manière, elle est importante, c'est la capture idéologique et culturelle. Il y a des gens parmi nous qui sont de bonne foi, mais qui expliquent que l'affaire est tellement compliquée que si on la reprenait au maître des Blancs pour parler crûment, on n'y arriverait pas. Donc, nous sommes dans une situation où l'enjeu, c'est de briser les moyens de la capture et de libérer l'État. Ou en tout cas, d'avoir une autre appropriation du secteur que celle qui est générée par la capture idéologique, culturelle, matérielle et financière de la régulation du régulateur de l'État. Maintenant, quels sont les paramètres critiques qui nous permettent de maximiser le bénéfice du secteur? Le premier paramètre, pour donner suite à la communication du professeur Tombiano, c'est la propriété capitalistique en amont comme en aval. À qui appartient la mine? Si vous pensez que c'est une question anodine, vous n'avez pas compris grand-chose à l'économie. Celui à qui appartient la mine, en général, est celui qui en tire le meilleur profit. Le lieu de localisation géographique du siège de la mine est en général le lieu de rapatriement. Est en général le lieu là où la surfacturation repart avec la problématique des prix de transfert, ainsi de suite, ainsi de suite. La propriété capitalistique, est-ce qu'elle est nationale? C'est ça l'enjeu. Qu'elle soit privée ou au public national, c'est l'enjeu là. Ce n'est pas pour faire du chauvinisme ou du nationalisme à deux balles. C'est comme cela qu'on a observé. Que dans les villes, historiquement, où la mine a été gérée par des miniers qui étaient dans la ville comme Johannesburg, le développement de la mine a créé des villes superbes, des villes modernes. Mais dans les mines où le développement de la mine a été exploitée par des expatriés qui n'ont rien à voir avec la localité, ben, ce sont des cratères qu'on y laisse. Il n'y a pas de gratte-ciel là. Deuxième paramètre critique, est-ce qu'il y a une stratégie d'industrialisation? En d'autres termes, est-ce que nous sommes ambitieux pour, à partir de l'exploitation, monter dans la chaîne des valeurs et être aujourd'hui plus industrieux qu'hier et dans 10 ans être plus industrialisé dans le secteur à tout le moins qu'aujourd'hui et être en capacité de diffuser cette prospérité dans les autres secteurs? C'est l'enjeu. Il y a l'enjeu des clés de partage de la rente. En d'autres termes, l'ensemble des bénéfices, comment on les partage. On peut imaginer 3 types de clés. Il y a le partage vertical. Qu'est-ce à dire? Le partage historique. Est-ce que nous en bouffons tout le bénéfice aujourd'hui pour nous
et dans 20 ans, les enfants qui vont naître à Oundé, il n'y a rien pour eux. Donc ça, c'est l'investissement ou la consommation. Le partage horizontal, c'est le partage de la géographie. Est-ce que nous centralisons le bénéfice à Ouagadougou pour reprofiler nos routes à l'occasion d'élections, ainsi de suite? Ou est-ce que nous désenclavons le pays, l'intérieur du pays avec ça? C'est le partage géographique, horizontal. Le partage oblique, est-ce que ce sont les élites économiques, politiques, administratives, satrapes qui en tirent le meilleur parti, ou est-ce qu'il y a une démocratie? C'est le partage social. Et enfin, la gouvernance du secteur, toujours. Quelle est la qualité de la gouvernance? La qualité des ressources. Je vais finir. On me dit que j'ai 5 minutes, merci beaucoup, ça me suffira. Par le que faire. Que faire? La première des choses, c'est de se rendre compte que sur la question, le pouvoir n'est pas à Kossiam, comme je le dis toujours. Il y a du pouvoir à Kossiam, mais le pouvoir n'est pas à Kossiam. La belle preuve historique, c'est que quand, en 2014-2015, quelques organisations de la société civile se sont mises en branle de façon intelligente, de façon stratégique et de façon convergente pour dire qu'il faut changer le code minier, il y a eu des études qui ont été faites par les plus gros cabinets comme KPMG pour dire que ça allait être une catastrophe. Ça n'est pas le ministre des Mines de la Transition qui a permis ça. Bien au contraire, il a freiné. Ça n'est pas le Premier ministre ou le président de la Transition qui ont permis ça. Non. Ce sont des individus dans la société, organisés à travers leurs organisations, qui sont mis ensemble de façon intelligente et qui ont obtenu cela. C'est la première chose qu'il faut savoir. C'est la même chose qu'on peut savoir sur la loi anticorruption. Ne pensez donc pas que parce que Zida était le chevalier de la vertu ou ainsi de suite, qu'il y a une loi anticorruption. Non. Cette loi est draftée par le RENAC depuis des années. À force d'insistance, de persistance et d'intelligence stratégique, elle est passée. Donc, ce qui nous reste à faire est simple, c'est d'apprendre la leçon définitivement, que c'est nous qui avons le pouvoir, quand nous le prenons. C'est nous qui avons le pouvoir, nous le prendrons quand nous le souhaitons. Si nous le prenons de façon stratégique, de façon intelligente, nous allons changer le secteur. Je suis profondément convaincu de cela. Comment je souhaite que nous prenions ce pouvoir? Que nous le prenions ensemble. J'appelle à la construction d'une coalition patriotique pour l'appropriation nationale du secteur minier. Nous pouvons le faire. Ce n'est pas des mots, ce sont des choses précises. Nous pouvons le faire en faisant en sorte qu'il y ait une loi très claire. Avec les prochains députés qui arrivent, on a un député à notre côté, il peut en être porteur, pour bannir de façon explicite le conflit d'intérêts dans le secteur. Le conflit d'intérêts est le principal poison du secteur. Qu'est-ce que ça dit? Quand moi j'étais petit, je suis issu d'une grande famille. Quand on finissait de manger, qu'on devait maintenant partager la viande, c'était comme ça que ça se faisait, parce qu'il n'y avait pas assez de viande pour tout le monde. Quand on partageait la viande, c'est soit le grand frère qui faisait les tas, auquel cas, le partage, le choix commençait par qui? Par le plus petit, ou soit le plus petit qui faisait le partage, auquel cas le choix commence par le grand frère. C'est une manière de mitiger le conflit d'intérêts. Si vous êtes dans une situation où c'est vous qui allez décider à qui on donne le titre minier et que cette personne peut dire, écoutez, il est à la maison, il ne fait pas grand-chose, mais non, amenez-le, on peut lui donner du travail. Bien sûr, vous n'allez pas partager suivant le bénéfice national. On peut lutter contre le conflit d'intérêts. On peut faire en sorte que ce qui est en train d'être avancé, on a mis la pression et ça avance. La question des champions nationaux dans le secteur, en d'autres termes, des acteurs publics et des acteurs privés qui sont des locaux et qui s'emparent du secteur. Ils sont là. Ils ne sont pas prêts à 100%. Personne n'est prêt à 100% à la naissance. Il faut les aider à croître. À ce niveau, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un agenda dans les semaines à venir. Le ministère des Mines a décidé, sous pression, de donner des titres miniers aux nationaux. Il faut faire en sorte qu'il y ait, à travers cette coalition, nous obtenions une commission tripartite qui soit là avec la société civile, le gouvernement et le secteur privé, pour s'assurer que les clés d'allocation sont des clés liées à la performance, à la compétence, au professionnalisme ou au potentiel des acteurs, mais pas des pions nationaux. Comme on est en train de voir, nous avons demandé des champions nationaux, pas des pions nationaux, des pions amicaux.
Il faut faire en sorte que cette coalition également connaisse la question du contrôle de la production. Cette coalition doit avoir des journalistes de talent, comme mon ami Elie Kaboré, doit avoir des organisations très crédibles comme Orcad, comme le RENLAC, doit avoir des chercheurs, doit avoir des agents de l'administration publique, du secteur privé, local, de la diaspora. Cette coalition, c'est nous tous. Mais observez une chose, nous tous, ce n'est jamais tout le monde. Hein. Si on attend tout le monde, ça ne va pas démarrer. Si vous êtes prêts, mettons-nous ensemble, on va changer le secteur. Je suis profondément convaincu de cela, on peut le faire. On peut le faire à la marge, on peut le commencer à la marge, mais moi je sais une chose, grâce à l'action de certaines personnes qui sont dans cette salle, en 2021, je pense que c'est cela, mais monsieur le maire peut confirmer ou pas, il y a un volume d'investissement dans la commune de Houndé qui va atteindre au moins 1 milliard. Ça voudra dire des choses concrètes pour des acteurs, les populations au niveau local. Ce n'est pas de la théorie, les gars, ce sont des choses concrètes. En définitive, ce qui est attendu, c'est qu'on se libère de 3 choses. De la capture idéologique et culturelle qui consiste à dire ces questions-là, c'est trop compliqué pour nous. De la peur. De la peur, n'ayons pas peur. Et troisièmement, de ce que j'ai appelé la déresponsabilisation triangulaire. Comme le président est corrompu, comme le premier ministre est corrompu, comme le ministre des Mines est corrompu, moi aussi, pourquoi je ne peux pas être corrompu? Arrêtons cette mathématique de la mort et engageons-nous dans le secteur pour le changer. Je vous remercie.